Bienvenue à Louvain, la ville où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai beaucoup de souvenirs. Venez, je vous emmène faire un tour en ville. C'est marrant comme le centre a changé de physionomie. Avant, il y avait 3 ou 4 sens uniques à tout casser. Maintenant, j'ai fait 2 fois le tour de la ville pour arriver ici. Tout a été réaménagé, mais bien, hein, parce qu'on peut se balader maintenant sans être gêné par les voitures. C'est chouette. Hein. Il y a énormément de statues en ville, alors venez, suivez-moi, je vais vous les présenter. Elles ont plein de choses à vous dire. J'aime encore bien cette statue du parc Saint-Donac qui a valu aux habitants de Louvain le sobriquet de tireur de vaches, koeienskieters en louvaniste. En fait, une nuit, des bruits étranges ont retenti au pied de l'enceinte. La garde a sonné l'alarme, les mortiers ont été installés et on a ouvert le feu sur l'ennemi. Et au matin, on a vu qui étaient les fameux assaillants. C'était un troupeau de vaches égarées. Alors ici, près de la bibliothèque, le ballon de l'amitié qui rend hommage aux hommes de l'année, de Man van het jaar. C'est une tradition unique en Belgique. Chaque année, les hommes de 40 ans se réunissent pour une série de manifestations qu'ils organisent jusqu'à l'année de leur 50e anniversaire. Toutes les années, pas tous les jours. Ici, nous nous trouvons dans les jardins du château d'Arambert qui abrite aujourd'hui la faculté d'architecture de l'université. Alors voici le duc d'Arambert. Peu après la découverte de la montgolfière, il demande à un professeur de l'université de rechercher un gaz léger et bon marché. Et en chauffant de la houille, finement écrasée, celui-ci découvre l'air combustible. Le premier vol d'essai de la montgolfière aura lieu depuis le parc du château d'Arambert, sans personne à bord. Alors, ironie du sort, le duc ne pourra pas admirer le spectacle, il était aveugle. Autre personnage bien connu, le père Damien, qui a consacré toute sa vie aux lépreux de Molokai. C'est une statue de Constantin Meunier. En fait, Damien n'a pas servi de modèle. Ici, on peut voir un personnage élancé, mais Damien était plus petit et plus trapu. L'artiste pensait qu'une statue plus grande reflèterait mieux l'immense œuvre du père. Je vous présente René. René, fort en tête, René. René, c'est la copine de Fonske qu'on verra tout à l'heure. Actuellement, à l'université, il y a autant de filles que de garçons. Ça n'a pas toujours été le cas, puisque les étudiantes féminines n'ont été acceptées que fort tard, début des années 20. C'est vrai, René? Allez, accuse-que. Alors, pour celui-ci, j'ai vraiment une tendresse particulière. C'est Pape Tone, le farceur. Au XVe siècle, il faisait déjà mon métier, faire rire. Il a même gardé son sens de l'humour jusque sur son lit de mort, puisqu'il a demandé à être enterré sous les gargouilles de l'église, de façon à jamais avoir soif. Et puis il a demandé aussi à être enterré debout. Comme ça, si on posait la question « Où gît Pape Tone ?», on pouvait répondre « Nulle part ». Comique. Tot savesdan. En louvaniste, ça veut dire « à tout de suite ». Nous sommes donc ici, sur la grande place de Louvain, qui est l'une des plus belles de Belgique, je dirais même, si j'étais chauvin, la plus belle. Et elle est devenue piétonne. On peut s'y balader tranquillement en admirant les 3 superbes bâtiments ici qui sont construits en style gothique. De ce côté-là, c'était la table ronde. C'est là que se réunissaient les guildes, les chambres de rhétorique. Bon, le temps a passé, maintenant, c'est la Banque nationale. Derrière moi, c'est la collégiale Saint-Pierre, qui est l'église la plus ancienne, certainement la plus belle de la ville. Et face à moi, l'hôtel de ville de Louvain, qui abrite toujours les services administratifs. Il est surtout connu, cet hôtel de ville, pour sa façade en dentelle de pierre, qui rappelle un petit peu, il faut le dire, celui de Bruxelles. Construit au XVe siècle, cet hôtel de ville devait rivaliser avec celui de Bruxelles, ville pressentie pour accueillir les ducs de Brabant alors installés à Louvain. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le style des 2 hôtels de ville est similaire. À l'intérieur, des sculptures, des tableaux, les portraits des anciens bourgmestres de la ville trônent au milieu des dorures et lambris. Vous voyez toutes ces
statues qui sont dans les niches de l'hôtel de ville représentent des personnages qui ont fait partie de l'histoire de Louvain. C'est en quelque sorte un peu le who's who, le qui est qui de l'époque. Avec moi, Gilbert Rubens. Il a écrit un livre sur les statues de l'hôtel de ville de Louvain. Alors, au départ, Gilbert Rubens, les architectes avaient prévu des niches dans l'hôtel de ville, mais les statues n'y sont apparues que bien plus tard. Pourquoi ? Oh, il y a peut-être des causes financières à ce moment-là. Au XVe siècle, on n'avait plus de fric. Et qui mettre dans ces niches? Il y en a 235 à mettre, vous savez. Je ne les ai pas comptés, mais oui. 235. Et c'est plus tard, par une demande plutôt de Victor Hugo, qui a passé à Louvain et qui a écrit une lettre au collège Chévinal, pour demander pourquoi est-ce qu'on ne met pas des statues dans ces niches. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à construire des statues. Et à partir de 1852, on a donc rempli les niches de la façade. Celle des tourelles date du début du XXe siècle. Vous avez quelques noms comme ça dans les gens façades? Dans les niches? Oui, dans les façades, il y a l'Erasme, il y a le deux papes, Martin V, il y a Mercator, il y a Kleinhardt, il y a Albert et Isabelle. Il y a des personnalités plus récentes aussi. Plus récents, oui, mais il se trouve à l'autre côté, par exemple, Napoléon et Léopold II. Je ne vais pas vous en demander les 235. Non, ça serait impossible. Oui. Et alors, face à l'hôtel de ville, on a la collégiale Saint-Pierre. Oui, c'est un bâtiment qui date du XVe siècle et qui a été restauré il y a quelques années et qui contient, par exemple, le fameux tableau de Derek Boots, La dernière scène, qui est un merveille de cette église, donc. L'église Saint-Pierre est érigée sur les ruines d'une basilique romane. Le projet initial comprenait 3 tours, celle du milieu devant atteindre 170 mètres de hauteur. Mais on a dû arrêter sa construction à 50 mètres, puis finalement la démolir jusqu'à son niveau actuel car le sous-sol et les soubassements ne pouvaient supporter un tel poids. Là-haut, on a... Ce qu'on appelle le jacquemart. Le jacquemart. Le jacquemart, oui, qui a le nom spécifique ici à Louvain, Maître Jan, ou Maître Jean, qui date du XIVe siècle. Mais la statue est neuve, elle a été mise 2 ans passés. Mais il est à l'heure. Il est à l'heure. Je me trouve ici dans la cour intérieure des Halles aux Draps. C'est le centre administratif de l'université. C'est ici qu'on vient s'inscrire à l'UNIF, c'est ce que j'ai fait moi il y a un certain temps. Enfin, j'ai fait que ça aussi. Les premiers cours ont été donnés ici dans ce bâtiment. C'était amusant parce qu'à l'époque, donc, les étudiants et les drapiers devaient cohabiter. L'université était une ville dans la ville à cette époque-là, qui avait sa propre justice, qui avait sa propre police, ses privilèges fiscaux. Quasiment tous les cadres du pays ont été formés ici, ce qui lui donnait une renommée extraordinaire. Professeur Rouhirs, vous êtes archiviste à l'université de Louvain. Nous entrons maintenant dans la cour du Collège du Pape, l'un des plus anciens collèges, qui est un peu, on peut dire, le reflet de l'évolution, des étapes de l'évolution de l'université. Et des 3 grandes étapes, en effet. L'université ancienne, quand le collège a été fondé au début du XVIe par le pape Adrien VI, ancien professeur, grands amis des humanistes. Parmi ces humanistes, professeurs, il y a des noms des stars de l'époque, Erasme. En effet, Erasme a vécu ici à Louvain pendant plusieurs années, Mercator, Vézal, tous les grands de l'époque sont passés par Louvain. Deuxième étape bien moins glorieuse, la suppression de l'université par la République française en 1797. Il faudra attendre 20 ans pour que, sous la domination hollandaise, Louvain retrouve une université, mais d'État cette fois. Troisième étape en 1835, quand, reprise par les évêques, l'université redevient catholique. L'université se développera alors sans cesse, proposant tout domaine un cycle complet d'études. Mais arrive la Grande Guerre et son cortège d'horreur, le corps professoral est disséminé et de nombreux bâtiments détruits, dont la bibliothèque alors située aux Halles aux Draps. Professeur Rouhirs, nous nous trouvons ici dans la bibliothèque de l'université.
qui a été construite juste après la Première Guerre mondiale, puisque l'ancienne a été bombardée. Non, non, pas bombardée, incendiée volontairement par les Allemands, ce qui a provoqué une indignation générale dans les pays alliés. La propagande alliée a utilisé l'argument pour engager la communauté internationale à restaurer cette bibliothèque. Les Américains ont donné un nouveau bâtiment et l'Allemagne a été obligée par le traité de Versailles de restituer autant de volumes en quantité et en qualité qu'avaient été brûlés en 14. La première pierre a été posée en 21. En 27, la bibliothèque a été inaugurée. Il y avait à peu près 1 million de volumes ici en 40 quand la bibliothèque a brûlé de nouveau. C'était une action volontaire, voulue des Allemands qui ont voulu détruire ce monument anti-germanique, symbole de la défaite allemande du traité de Versailles. Il ne restait que les murs et quelques 50 000 livres, surtout chinois et japonais. La restauration n'a pu être commencée qu'après la guerre. En 1962, il y avait de nouveau 1 million de volumes. Lors de la scission de l'université et du départ des francophones à Louvain-la-Neuve, la bibliothèque dut être divisée en deux. C'est sur base des numéros des livres que la division fut faite. Tous les numéros pairs pour l'UCL, les impairs restant à Louvain, ce qui amena évidemment des situations plutôt cocasses. Aujourd'hui, la bibliothèque possède plus de 1 200 000 volumes. Je n'ai pas lancé de pavé en 1968 avec les étudiants. Par contre, je me souviens très très bien de cette époque où dans les rues de Louvain retentissaient les cris « Wallabut de Leuve Vlaams ». Flashback. On n'était pas des ménageurs du tout. Je m'opposais au Wadenbeuten. L'idée de s'installer ailleurs, ça paraissait assez impensable. On est là depuis 5 siècles et demi. Au début des années 60, il y a à l'université de Louvain plus d'étudiants flamands que de francophones. Certains estiment alors qu'il faut délocaliser la section française. Les facultés sont d'abord divisées en 2 sections, l'une francophone, l'autre flamande. La cohabitation est difficile. L'agitation linguistique gagne étudiants et professeurs. Le 13 mai 1966, les évêques réaffirment le maintien de l'unité de l'université. Choix mal perçu par les étudiants flamands qui bouderont d'ailleurs la rentrée académique. En 1968, les points de vue divergents au sein de la famille sociale chrétienne entraînent la chute du gouvernement. Nous sommes d'avis que ce serait plus normal, c'est normal qu'on accepte qu'une université francophone serait installée dans son propre milieu culturel. Attention, messieurs, attention, vous allez tomber. Et ce serait vous qui tomberiez au lieu de moi. Le Wallenbeuten aura raison du gouvernement Van den Boeynants. Des élections sont organisées. Eskens devient Premier ministre et le transfert de la section française est décidé. L'avenir de la Belgique est entre nos mains. Les francophones quittent Louvain et créent le site de Louvain-la-Neuve. À l'instar de l'évolution institutionnelle du pays, l'université unitaire a vécu. C'est le début de la catholique Universiteit te Leuven et de l'université catholique de Louvain-la-Neuve. En cette année 2000, la KUL fête son 575e anniversaire. Avec près de 27 000 étudiants, elle est l'une des plus grandes universités du pays. Elle propose plus de 60 cursus différents et participe à de nombreux programmes de recherche. Qui dit ville universitaire dit ville animée. Ah, Maury, Oui. tu es francophone et tu étudies à la KUL en néerlandais. Oui. Et c'est quoi tes motivations? Simplement le fait qu'on habite en Belgique. Oui. Il faut être bilingue, c'est déjà ça. Et puis pour moi, personnellement, quand on étudie la politique, ça devient vraiment une nécessité. Pouvoir comprendre ce qui se passe en Flandre, évidemment. Et l'intégration, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Sans trop de problèmes, en fait. Quand on fait l'effort d'apprendre le néerlandais, les Flamands apprécient et font généralement le premier pas vers vous. Ma génération en Flandre est moins tournée vers le communautaire. Pour eux, c'est pratiquement l'histoire ancienne, en fait. Dus geen probleem niet meer met Nederlands. Vous êtes perfect vertalen. Absoluut geen probleem. On mettra des sous-titres. Si c'était à refaire, Amaury, tu referais le même parcours? Oui, sans problème. Même je le conseille à tous les francophones de le faire parce que c'est vraiment une expérience unique. Ouais. Et je pense que les ponts entre nos communautés sont nécessaires.
Ok. On va aller boire une chope maintenant parce Ouais, que sans problème. avec le soleil qui tape. Vous savez, au départ, Louvain était une cité viticole. Mais bon, le climat de Bordeaux et celui de Louvain n'est pas tout à fait pareil. Alors, la production de vin, très vite, est devenue trop chère par rapport aux raisins qu'on pouvait récolter. Alors, on s'est tourné vers la bière. Et au Moyen-Âge, il y avait énormément de brasseries à Louvain. Tout était là. Il y avait l'eau de la Dyle, il y avait les céréales en SB toutes proches, il y avait les moyens de communication. Et puis, il y avait les consommateurs qu'il fallait, les étudiants. Tout le monde a déjà bu une Stella. Eh bien, elle est fabriquée ici, à Louvain. La Stella Artois a été lancée en 1926 pour la Noël. Vu son succès, elle est maintenue sur le marché et fait littéralement exploser le nombre des ventes de la brasserie. L'histoire de la brasserie Artois remonte au XIVe siècle. À cette époque, l'activité brassicole était particulièrement importante à Louvain. De nombreuses brasseries y fleurissaient. En 1717, la brasserie est rebaptisée Brasserie Artois du nom de son nouveau propriétaire. Au cours du temps, l'affaire devient de plus en plus prospère jusqu'à constituer un grand groupe régional, puis national et enfin international. C'est en 1987 que Artois et Pied de Bœuf, qui produit la Jupiler, fusionnent et créent Interbrew, dont le site de Louvain constitue l'une des plaques tournantes pour l'exportation. L'entreprise ne cesse de diversifier son portefeuille de marques et d'acquérir de nombreuses sociétés à travers le monde. À Louvain, on produit annuellement 5 millions d'hectolitres de bière. Aujourd'hui, Interbrew est le 6e groupe brassicole mondial. Voici Fons Sapientiae. C'est Fons que c'est un étudiant qui, tout en étudiant, boit une chope, enfin, par là-dedans. Il est motivé jusqu'à la chope, en quelque sorte. Cette statue a été offerte par l'université à la ville pour son 550e anniversaire en 1975. La vie nocturne de Louvain, Leuven by Night, c'est tout autre chose. On range les cours dans les tiroirs et puis une autre vie commence. À côté de moi, c'est la Cotte Madame, la logeuse des étudiants. On la regarde servir le café, le stimulant des étudiants qui potassent leurs cours, mais c'est aussi un bon remède contre la gueule de bois. Avec le béguinage de Bruges, celui de Louvain est l'un des plus grands et des mieux conservés du pays. C'est un superbe domaine de 8 hectares entouré d'un mur d'enceinte où il est vraiment agréable de se promener. Petites rues étroites traversées par la Dyle, église classée, ancienne infirmerie devenue restaurant universitaire, tout ici incite à la balade. Construit dès 1232, il ne reste que peu de vestiges de cette époque. Les maisons les plus anciennes datent en fait du XVIe siècle. À l'époque, une centaine de béguines y vivaient. Leur nombre augmentera ensuite mais ne dépassera jamais les 300 pensionnaires. Les béguines réalisaient des travaux drapiers, soignaient les malades et subvenaient à leur propre subsistance. Actuellement, il n'y a donc plus de béguines ici au grand béguinage de Louvain, la dernière étant décédée en 88, c'était sœur Julia. Le site appartient maintenant à l'université de Louvain et habite dans ces splendides maisons des professeurs et des étudiants de l'université. Madame Van Arscott, vous connaissez bien le grand béguinage puisque vous y habitez depuis 30 ans. De ce temps-là, en 66, il y avait déjà quelques maisons qui étaient occupées par des familles. En fait, en 62, l'université rachète le béguinage au CPAS. Mais j'imagine que les bâtiments n'étaient pas dans le même état que maintenant. En fait, ils étaient dans un état plutôt pitoyable. C'était vraiment tout le grand problème d'humidité, manque d'entretien, etc. À ce point, justement, le CPAS voulait s'en défaire pour démolir le tout. C'était un peu la tendance à l'époque, on démolissait parce que... C'était la tendance, effectivement. Les centres anciens, on les démolissait. Et justement ici, le professeur Lemaire est arrivé à convaincre l'université de racheter, de rénover et de l'utiliser justement pour y héberger une communauté universitaire. Ce qui allait à contre-courant quelque part. Tout à fait à contre-courant. C'était vraiment une manière de démontrer que ces maisons anciennes pouvaient être vraiment très bien habitées, pouvaient convenir, qu'on pouvait y introduire chauffage, sanitaire, etc.
Ici, dans ce béguinage, on a travaillé avec un grand respect pour les matériaux authentiques, en tenant très fort compte de la valeur d'ensemble de tout ce quartier. Et donc maintenant, ce sont les professeurs et les étudiants qui occupent les lieux. Ce sont toujours des étudiants, des professeurs, professeurs visiteurs, personnel d'université, etc. Il y a 8 maisons unifamiliales, les autres sont des appartements, des studios, etc. Et l'avenir du site est assuré? L'avenir du site est assuré, sûrement en ce sens que depuis 1987, l'ensemble du béguinage est protégé comme monument historique, ce qui a des avantages, bien sûr, au niveau des subsides, etc. Et justement, depuis l'année dernière, le site du béguinage, avec 12 autres béguinages flamands, sont repris nommément à la liste du patrimoine mondial, ce qui forcément leur donne un certain prestige, mais en fait oblige aussi la région flamande de vraiment s'en occuper de manière convenable, parce qu'en fait c'est toute la communauté internationale qui nous surveillera et qui verra comment on traite ce patrimoine. C'est rassurant en effet. L'abbaye de Parc se trouve aux abords de la ville, à Heverlee. Elle a été fondée au XIIe siècle. Il y a actuellement 7 chanoines qui y vivent encore. À l'époque, c'était un domaine gigantesque. Il comptait 3400 hectares. Et aujourd'hui, il en reste une quarantaine. C'est néanmoins un lieu superbe, très très bien conservé, un peu poussiéreux, il est vrai, mais toujours debout après 8 siècles d'existence. L'abbaye du parc de Louvain a été créée par saint Norbert de l'abbaye de Prémontré près de Laon. En fait, Norbert était un riche seigneur allemand. Une conversion foudroyante qui lui révèle l'amour de Dieu le conduit au sacerdoce et à une existence itinérante de prédicateur. Norbert voyagera dans toute l'Europe pour y établir de nouvelles maisons de l'ordre des Prémontrés. Je passe devant vous, monsieur Zwart. Vous êtes administrateur de l'abbaye de Parc. Il y a encore 7 chanoines qui vivent ici dans l'abbaye. Qu'est-ce qu'ils font ici? On fait une vie communautaire, n'est-ce pas? Dans le silence, dans la pauvreté aussi. La prière 7 fois par jour dans les églises, n'est-ce pas? On doit travailler avec les mains. Faire du travail manuel. Oui, manuel, oui. Pour la terre, etc. Oui, oui, c'est ça. Dans ce lieu ici de l'abbaye de Parc, on a plusieurs styles. Ça passe du style roman, passant par le gothique, il y a du style Renaissance. Le 13e, on a commencé le style roman. C'était l'église, ça? Oui, l'église surtout, oui. C'est inspiré le style cistercien aussi. Très sobre, très pauvre, oui. Et on a fait... On construisait dans le style de l'époque. De l'époque, oui. Oui, puisque ça s'étend tout de même sur 8 siècles. Oui. Et c'est le début du XVIIIe siècle, n'est-ce pas? C'est la fin de cette construction à le style baroque. Parmi les choses à voir ici dans l'abbaye, il y a de superbes vitraux dont nous sommes entourés. C'est celui-là qui a été racheté à Sotheby, à New York. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a 6 ans. 6 ans. Et il provenait d'ici. Il provenait de l'abbaye, n'est-ce pas? Oui, ce sont des vitraux du XVIIe siècle. Ah oui. Mais vendus après la Révolution par les confrères, parce qu'ils n'ont plus d'espérance de rentrer à l'abbaye et de recommencer la vie communautaire. Il y a un endroit extraordinaire dans l'abbaye ici qui est le réfectoire, où on peut admirer de superbes plafonds. Plafonds en stuc, oui, en haut relief, n'est-ce pas? C'est du XVIIe siècle. L'abbaye de Parc a 8 siècles d'existence, et a-t-elle un avenir? Espérons, oui, on y pense. On espère naturellement de tout cœur aussi qu'il y a toujours une présence Prémontré. Voilà, eh bien, j'espère que je vous ai fait connaître, ou mieux connaître, la ville de Louvain, la ville où je suis né. En tout cas, en ce qui me concerne, je peux vous dire qu'en 1 heure d'émission, j'en ai appris beaucoup plus qu'en 37 ans de vie à Louvain. Au revoir.